Charles Dantzig, il est déjà tellement difficile de choisir un livre parmi les centaines qui pleuvent, hein, comme ça, à l'aube de chaque saison. Vous dressez un monument à la gloire des chefs-d'œuvre. Chez les contemporains, il y a beaucoup de déchets. Mais pas plus que dans le passé, vous savez, ça c'est encore une question d'optimisme et de pessimisme vis-à-vis de la littérature. Il ne faut pas penser qu'on est inférieur au passé, on est en train de, comme le disait M. Tadier tout à l'heure, on est en train de créer des choses et nous ne sommes pas tout à fait en mesure de décider ce que nous faisons. Mais le temps d'auteurs qui inondent les médias, il y en a peu qui vont survivre. Écoutez, d'une certaine façon, c'est très bon signe. Je pourrais vous citer une lettre de Voltaire qui, vers 1750, écrivait à une amie « On publie trop, si on continue de publier autant, je cesse d'écrire ». Vous imaginez d'ailleurs Voltaire cessant d'écrire. Donc ça, c'est des choses. C'est aussi le signe d'une vitalité d'un pays. Vous savez, je ne suis pas sûr que, évidemment, on publie beaucoup, on publie probablement trop, mais c'est le signe que les gens veulent écrire et c'est mieux que pas. Oui. Mais il y en a quelques-uns, même parmi ceux qui sont considérés comme des classiques, que vous mettez un peu à l'écart. Jules Romain, Aragon, Zola, Dostoïevski, qu'est-ce qui vous en fait? Ça, c'est des choses... Vous lisez trop la presse, Jean-Pierre, car Zola... Je lis. Non, Zola, je le défends. Ça, c'est une chose qui a été dite dans La Croix, un grand journal chrétien qui trouve que je ne le suis pas assez. Mais pas du tout, je défends Zola. C'est pas vrai du tout. Et Jules Romain, je n'en parle pas. Donc, je ne crois pas à la notion de classicisme. Je crois que la notion de classicisme est une notion presque terroriste qui a été imposé pour nous intimider. Qu'est-ce que c'est que le classicisme? Par génération en génération. Voilà. Il y a toujours des terroristes. Est-ce que Marcel Proust est classique? Est-ce que plus ou moins classique que Jean Racine? Est-ce que Jean Racine est moins classique que Max Jacob? Qu'est-ce que ça veut dire? Céline, vous le destinez à la poubelle, alors. Non, je ne le destine pas à la poubelle. Je pense qu'il y a une erreur de jugement littéraire ou de perspective littéraire vis-à-vis de Céline. Je crois que je suis le seul, et jusqu'à ce que j'ai lu une interview de Tadier dans le magazine littéraire qui m'a soulagé, car moi, je n'attaque pas, j'attaque Céline littérairement. Si on me disait Céline est un écrivain comme Henri Béraud, un écrivain pamphlétaire de l'entre-deux-guerres qui a un talent énergique d'injures, d'invectives, très bien. Mais l'espèce de disproportion où on nous met Céline et Proust, je trouve que littérairement, c'est une erreur. Jean-Yves Sallier. Je partage entièrement cet avis, mais nous ne sommes pas nombreux. On est nombreux, mais on n'a pas la parole en général. Voilà. Et on se fait injurier, quand on sait, je vous assure que les blogueurs céliniens, c'est quelque chose. Il s'agit de plusieurs choses quand on parle de Céline. Laissons, bien qu'il ne faille pas le laisser, l'aspect politique, historique et les crimes verbaux commis par Céline. Mais il y a un beau livre qui est Le Voyage au bout de la nuit, et puis un grand bavard. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a cessé de bavarder, et c'est une littérature que je n'aime pas. S'il faut trouver des formes prodigieusement inventives dans le même genre, je trouve qu'on devrait revenir à Sandra, par exemple, ou à Henry Miller, ou à d'autres grands écrivains qui, dans le domaine du langage, avaient poussé au moins aussi loin la recherche. La posture est telle que dans les entretiens avec le professeur Y, qui est un livre assez amusant d'ailleurs qui se passe en face de l'ancienne Bibliothèque nationale, Céline prétend avoir inventé ce qu'il appelle le style émotif. Et il était assez vantard, comme nous savons, et publicitaire, et donc il explique que ces points d'exclamation et ces points de suspension viennent de lui. Toute personne qui a un peu lu sait que tout ça vient de Jules Laforgue, par exemple. Donc il n'a même pas inventé ça. Mais ça, on a affaire à de l'opinion, hein, et en permanence. À du sacré, ça, c'est oui. Alors, disons de l'opinion médiatiquement sacrée voilà. par les médias. C'est un Arrêtez de taper sur les médias. Non. Parce que ça devient un cliché. Et vous êtes dans un média pour le démolir. Ou alors pour encenser. Non, mais celui-là, écoutez, celui-là a un abri particulier qui dit déjà à quoi il appartient. Par exemple, aux étagères, à la bibliothèque, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des médias bibliothèques et des médias anti-bibliothèques. Voilà. Alors disons que je vais faire cette distinction. Voilà. Ici, on est en rapport avec de la bibliothèque, c'est essentiel. Et tout le monde ici a une bibliothèque intérieure, ce qui est indispensable. Alors nous avons un problème. Quand, par exemple, on parle de cette histoire ridicule, c'est le média sans bibliothèque, c'est-à-dire sans aucune culture, sans mémoire, sans lecture, sans tradition, sans respect, et qui, par ailleurs, est terriblement provincial, parce que ce sont des petites histoires, même pas françaises, c'est-à-dire parisiennes sur le mode le plus étroit. Moi, je voudrais quand même rappeler toujours, mais pas à nous ici, puisque je sais comment ici on lit, que la littérature, elle est nationale dans la mesure où elle s'écrit dans une langue, c'est-à-dire qu'elle s'abrite dans une langue, mais elle est mondiale. Universelle. Et elle est mondiale et elle n'a pas non plus d'âge. C'est-à-dire que Homère, c'est aujourd'hui, classique, c'est pour ça qu'on a un problème. Tout est toujours moderne, la littérature est toujours moderne, et donc tout ce qui nous vient de ces pseudo-concepts critiques nous encombre, et encombre d'ailleurs seulement les gens qui ne lisent pas. Allez, on les balaye, Hélène Sixou. Exactement. Charles Dantzig.
Écoutez, moi, quand j'ai écrit ce livre, la première chose que je me suis dit, c'est que je n'allais pas l'écrire, car je me suis intéressé dans ce livre à la notion de chef-d'œuvre en littérature. Et je me suis dit, voilà, tu vas avoir une bibliographie considérable, etc. Et ce qui, à ma grande surprise, non. Il y a des livres, des livres sur le chef-d'œuvre dans les beaux-arts, la photographie, le cinéma, autant que vous voudrez, et en littérature, pas. Ce qui est une chose très étonnante. Donc, mon livre est le premier, ça ne veut pas dire qu'il est bon, mais c'est le premier. Mais un chef-d'œuvre d'il y a 50 ans, il est... On le voit, chef-d'œuvre tout le temps. Non. Il a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Selon la société. Les chefs-d'œuvre, c'est comme des lustres qui s'éteignent. Vous savez, Hélène Cixous parlait de Shakespeare, mais nous savons tous très bien que Shakespeare s'est éteint pendant 100 ans. Il a été rallumé après. Parce tout chef-d'œuvre, dites-vous, est une rupture dans la monotonie de l'utile. Il nous protège de la médiocrité. Il s'oppose à la mentalité comptable du monde. Et Anne-Marie Moreau se demande souvent, mais selon quels critères on reconnaît un chef-d'œuvre littéraire? Eh bien, c'est la chose excessivement compliquée, c'est que je crois qu'il n'y a pas de critères et que ce par quoi peut-être on peut définir le chef-d'œuvre, c'est que c'est une œuvre tellement exceptionnelle qu'elle définit son propre critère. On ne peut pas juger Proust ou Joyce par rapport à précisément Jules Romain ou Françoise Sagan. C'est autre chose. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'une œuvre, je pense à celle de Proust, mélange tous les critères? Tu crées ces critères en les rassemblant tous ensemble. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que regarder Racine est d'une simplicité, il ne mélange pas tous les critères, on ne peut pas dire ça, je crois pas. C'est des questions de signature, c'est-à-dire que ceci n'a jamais encore été écrit de cette manière. Est-ce que pour la société, il doit être utile? Non, pas du tout. Enfin, il a eu l'utilité de l'inutile. Il a eu l'utilité de l'inutile. C'est qu'évidemment, qu'est-ce qu'on appelle utilité? Si c'est pour ça, le chef-d'œuvre, mais d'ailleurs la littérature en général, ne nous apprend rien pour la vie. Ça ne nous apprend pas à devenir. Regardez du chef-d'œuvre son usage dans l'artisanat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de noble dans le chef-d'œuvre, c'est-à-dire le travail. Le travail. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans le chef-d'œuvre. Il y a effectivement, le mot le dit, cette origine artisanale, puisque chef-d'œuvre, c'était l'œuvre que devait faire l'artisan pour devenir compagnon. Mais... Et comme on a compris qu'il n'y avait pas que ça, il y a une autre interprétation qui est le sacré. C'est-à-dire, ou bien c'est juste du travail, ou bien c'est juste, je suis le réceptacle d'une parole sacrée et l'écrivain est une pythie sur son trépied qui transmet quelque chose. Mais est-ce que c'est un livre parfait, le chef-d'œuvre? Non, et je crois justement que... C'est l'imperfection qui lui donne son humanité. Je crois que l'imperfection lui donne son universalité. Ouais. Je donne dans mon livre l'exemple d'un roman que je trouve peut-être le plus beau roman de Pasolini, qui est Théorème. Je ne parle pas de son film, mais du roman, qui est un livre merveilleux, car Pasolini a eu l'idée de faire un roman muet. C'est-à-dire, aucun des personnages ne parle, et jamais deux points, ouvrez les guillemets, et personne ne parle. Ce qui donne, d'après moi, à ce livre l'aspect d'une fresque de Piero della Francesca, vraiment une peinture. Eh bien, c'est le livre avec des pages blanches. Alors qu'il a ce projet-là, Pasolini, tout d'un coup, oublie son projet et il y a deux personnages qui parlent. Eh bien, c'est cette toute petite imperfection qui fait que le chef-d'œuvre est humain et qui n'est pas loin de nous. C'est pas un objet divin. Et aujourd'hui, on a l'impression, à lire certains critiques, qu'il y a des chefs-d'œuvre à profusion presque chaque semaine. Oui, surtout en matière de cinéma. Vous avez remarqué, je trouve que les critiques de cinéma sont... Il y a 4 chefs-d'œuvre par semaine. En littérature, ils sont plus chipoteurs. Vous dites que Baudelaire vous a sauvé la vie. Baudelaire m'a sauvé la vie car quand j'avais 11 ans, j'ai recopié La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, des soleils marins, etc., les soleils marins. Et je l'avais recopié au dos d'un poster que j'avais punaisé dans un placard. Et je le lisais chaque fois que j'ouvrais la porte du placard. Et j'ouvrais la porte du placard pour le lire. Et j'avais l'impression que Baudelaire l'avait écrit pour moi et pour moi seul. Et je crois que c'est ça aussi la littérature. Vrai. Et c'était vrai.